Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Angulimala le Terrible, tirée d'un livre de légendes et contes d'Iegan. Il y avait une fois un petit Iegan nommé Nalou. C'était le plus curieux de tous les petits garçons. Ses parents et ses proches étaient bien souvent bien embarrassés, car il ne cessait de leur poser des questions. Un jour qu'il l'interrogeait, sa mère lui dit « Arrête de poser tant de questions, sinon Angulimala le Terrible viendra t'emporter. » Quel drôle de nom, dit Nalou. Qui est-ce? Un méchant géant qui a 6 doigts aux mains et aux pieds et sur le front une grosse bosse où il cache son 3e œil. Cet œil lui permet de voir tout ce qui se passe dans le monde. Il ne peut pas supporter les curieux, car il était très curieux lui-même. Et où habite-t-il, ce géant? Nalou était très intéressé. Sur la plus haute montagne du monde. Et où est la plus haute montagne du monde? Au bout du monde. Et comment est-ce là-bas? Il n'y a que de la neige, de la glace et des rocs. Mais où habite-t-il? Et que mange-t-il donc? Il habite dans une grotte pleine de pierres précieuses. Et agacée, la mère de Nalou le poussa hors de la maison. Nalou traîna quelque temps dehors, puis il aperçut, assis par terre, un vieux Tzigane qui réclamait un chaudron. « Dites, grand-père, où se trouve le bout du monde ?» lui demanda l'enfant. « Va tout droit devant toi et tu y arriveras, bougonna le vieillard pour avoir la paix. Nalou le prit au mot et se mit en route, toujours droit devant lui. Au bout d'un moment, il arriva à un ruisseau. Tout à coup, il vit une grande aiguille noire sauter hors de l'eau. Elle se débattait en vain sur la berge, cherchant à retourner dans son élément. Nalou s'en empara, la serra de toutes ses forces, tout heureux du bon dîner. Alors le poisson parla. « Lâche-moi, supplia-t-il. Je ne suis pas qu'une anguille ordinaire. Je suis le fils du roi des anguilles et je me marie demain. Je vais rejoindre ma fiancée qui m'attend avec impatience. Elle mourrait de chagrin si tu me tuais. » Nalou avait bon cœur. Il ne voulait pas gâcher la noce du prince Anguille et le relâcha dans le ruisseau. « Puisque tu m'as fait grâce, je te souhaite d'être aussi souple et aussi agile que moi, » s'écria le poisson. Il fit quelques tours dans l'eau claire, puis disparut. Et Nalou repartit, toujours droit devant lui. Il arriva à une haute montagne. « Es-tu la plus haute montagne du monde? »« La plus haute ?» reprit en écho moqueur. « Certainement pas. » Et la plus haute montagne du monde, est-elle encore loin? Encore loin, loin, mugit le mont. Et pourquoi es-tu rouge comme ça? Le jeune Nalou était décidément très curieux. Rouge? C'est sans doute parce que je contiens du fer. Est-ce que le fer est une pierre précieuse? Nalou voulait tout savoir. Le fer n'est pas une pierre. C'est un métal et bien plus précieux que toutes les pierres du monde, car on peut en faire des charrues, des socs et même des épées. Le fer qui est en moi est si précieux que l'épée qui en serait forgée pourrait vaincre l'homme le plus fort du monde. Même le méchant géant Angulimala, qui vit sur la plus haute montagne du monde, demanda encore Nalou. Même lui. Alors, donne-moi un peu de ton fer, je me forgerai une épée et je tuerai le géant. Bien volontiers. Mais sais-tu comment extraire le fer et forger une épée? Non, avoua Nalou. Alors va d'abord te renseigner, conseilla la montagne. Nalou remercia et continua sa route. Au bout d'un moment, il vit un petit bonhomme qui s'avançait vers lui. Il portait sur son épaule une grosse pierre, grosse comme une tête humaine. « Bonjour, petit père, salua Nalou. Donnez-moi votre pierre, je vous la porterai un moment. Je vois bien qu'elle est trop lourde pour vous. »« Tu es gentil, dit le nain. » Il tendit sa pierre à Nalou. « Si tu me la portes jusque chez moi, tu en seras bien récompensé. » La pierre était vraiment lourde, mais Nalou la porta jusqu'à la demeure du nain. De toute façon, ce n'était pas bien loin. Le petit homme habitait dans une grotte devant laquelle flambait un grand feu. « Je te remercie, dit-il, lorsque le garçon eut posé sa pierre sur le sol. « Cette pierre contient de l'or. Voilà pourquoi elle est si lourde. Je vais la fondre et je t'en donnerai la moitié. »« Vous savez fondre de l'or ?» s'étonna Nalou. « Sauriez-vous aussi fondre le fer et forger une épée ?»« Bien sûr, ce n'est pas difficile. Je suis un lutin des mines et je m'y connais bien dans ce genre de travaux. »« Alors je préférerais que vous alliez chercher du fer à la montagne rouge et que vous me forgiez une épée, » pria le garçon. Le petit homme promit. Puis il apporta un panier de fraises des bois et de noisettes et les offrit à l'enfant. Après le dîner, ils se couchèrent. Nalou dormit jusqu'au matin et quand il se réveilla, le nain se tenait devant lui, une épée à la main. « Voici ce que je t'ai promis, dit-il. Mais pourquoi as-tu besoin de cette épée? »« Je veux tuer le terrible géant Angulimala, répondit le garçon. On dit qu'il garde dans sa grotte des tas de pierres précieuses dont j'ai besoin.
et je sais qu'il ne me les donnerait pas de bon gré. Dans ce cas, j'aurai un petit service à te demander, dit le nain. Si tu réussis dans ton entreprise, pourrais-tu prendre le troisième œil du géant, celui qui se trouve dans la grande bosse au milieu de son front, et me l'apporter? Pourquoi pas? Je vous le promets bien volontiers, dit Nalou. J'espère que tu tiendras promesse, dit encore le petit homme. Pour la peine, je vais te dire comment vaincre le géant. Angulimala a 6 doigts aux pieds et aux mains. Toute sa force et sa puissance résident dans le 6e doigt, le pouce. Quand vous vous battrez, tâche de lui couper d'abord ses 4 pouces. Ensuite, il ne t'opposera aucune résistance. Nalou remercia le nain, prit l'épée et se prépara à partir. Au moment du départ, le lutin lui dit encore. « Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite, sans quoi nous serons ennemis jusqu'à la mort. » Des semaines, des mois, des années passèrent, et Nalou continuait sa route, toujours tout droit, sans même s'apercevoir qu'entre-temps, il était devenu un beau jeune homme. Un jour, il arriva dans une ville tout ornée de fleurs blanches. Des drapeaux flottaient au-dessus des toits et on entendait partout de la musique. Nalou demanda aux gens ce qu'ils fêtaient. On lui expliqua que le roi donnait une grande fête pour les 18 ans de sa fille, la princesse Lakshmi. Le clou du spectacle était constitué par le jeu de balle. Nalou voulut connaître ce jeu. Quelques jeunes proposèrent tout de suite de lui apprendre. Ils le conduisirent sur une grande place au milieu d'un palmeraie. Chaque joueur avait à la main une petite balle dorée. Nalou en prit une, lui aussi. D'abord, le joueur devait envoyer la balle par terre, puis quand elle rebondissait, la projeter en l'air avec le dos de la main droite, puis la rattraper habilement de la main gauche au moment où elle retombait, de sorte que la balle ne cessait de monter et de descendre toujours plus vite. Le jeu demandait beaucoup d'adresse et d'agilité. Cependant, Nalou l'apprit si vite qu'il fut vainqueur de suite. Ses compagnons s'étonnèrent beaucoup et lui dirent qu'il pouvait sans crainte se présenter dans le groupe où jouerait la princesse. Nalou les accompagna donc au palais. Le tournoi de balle devait avoir lieu dans une grande cour aux piliers de marbre blanc où était déjà installée une estrade couverte de pierres précieuses. Là se placèrent des jeunes gens et des jeunes filles, tous vêtus de blanc. Parmi eux se trouvait la princesse Lakshmi et Nalou qui ne pouvait plus détacher ses yeux d'elle. Elle était habillée de soie brillante et ses cheveux noirs étaient retenus par un voile blanc couvert de perles et de diamants. À ses chevilles et à ses poignets brillaient des bracelets d'or. Le groupe de la princesse commença à jouer. Lakshmi était vraiment la plus habile. Elle lançait et rattrapait les balles qui voltigeaient dans l'air, avec tant d'adresse qu'à la fin, on ne vit plus sur la scène qu'elle et Nalou. Longtemps, ils échangèrent des balles qui traversaient l'air comme des éclairs dorés, quand tout à coup, la balle glissa des mains de la princesse et tomba à terre parmi les piliers. Lakshmi poussa un cri de déception, mais déjà avec l'agilité de l'anguille, Nalou s'était glissé entre les piliers et avait renvoyé la balle à la princesse. Ce geste était tellement inattendu que la princesse lança une fois encore, mais laissa échapper la balle. Malgré sa galanterie, Nalou avait donc gagné. Lakshmi, qui n'avait pas l'habitude de perdre, regardait son adversaire d'un air sombre et ce fut à contre-cœur qu'elle lui demanda d'où il venait. Quand elle sut qu'il était étranger et qu'il venait seulement d'apprendre à jouer, son mécontentement s'accrut encore. Mais comme elle ne voulait pas se montrer grossière envers un étranger, elle l'interrogea sur le but de son voyage. Dès que la belle Lakshmi entendit parler d'Angulimala le terrible, son visage s'éclaira et elle s'écria. « Si tu arrives à tuer le géant, j'ai quelque chose à te demander. Apporte-moi le gros diamant caché dans la bosse de son front. » Nalou ne pouvait accepter. « Je suis désolé, dit-il, de ne pas pouvoir vous rendre ce service, car dans cette bosse, Angulimala cache son troisième œil, et je l'ai déjà promis à quelqu'un d'autre. » Lakshmi se sentit très vexé de ce refus. Nalou en était bien ennuyé, mais que pouvait-il faire? Il quitta donc la ville. Heureusement, la plus haute montagne du monde n'était plus très loin. Quand Nalou y arriva, il vit que ce ne serait pas un jeu de l'escalader, car elle était haute et abrupte. Mais grâce à sa souplesse d'anguille, il parvint au sommet. Il trouva la grotte du géant et cria. « Sors, terrible Angulimala, que je te vois! Viens te battre avec moi !» Le géant sortit. Il dépassait Nalou d'au moins 4 têtes. Au milieu du front, il avait une bosse où brillait son troisième œil comme un gros diamant. Il avait 6 doigts aux mains et aux pieds. Nalou sortit son épée, et d'un coup coupa le pouce de la main droite du monstre. Le géant poussa un cri terrible, et sa taille diminua immédiatement. Il ne dépassait plus Nalou que de 3 têtes. Le jeune homme frappa une deuxième fois et trancha le pouce de la main gauche. Angulimala hurla à nouveau.
Il ne dépassait plus Nalou que de 2 têtes. Rapide comme l'éclair, notre Tzigane trancha alors le pouce du pied droit. Maintenant, Angulimala était à peine plus grand que son adversaire. Et quand Nalou trancha le dernier pouce, le géant se trouva être un homme de taille tout à fait ordinaire, et Nalou n'eut aucun mal à le vaincre et à le tuer. Il sortit ensuite le 3e œil de la bosse, et comme il le regardait, il lui semblait tout à coup qu'il voyait s'y mouvoir des images. Il pensa au nain à qui il avait promis l'œil, et comme cette pensée lui traversait l'esprit, l'image prit forme, et Nalou vit le petit homme assis devant son feu, en train de fondre de l'or. C'est donc ça, se dit-il, et il pensa à la princesse Lakshmi. À l'instant, le reflet dans l'œil se transforma. À la place du nain, Nalou put voir Lakshmi, mais ce n'était plus la jeune fille vêtue de blanc. Elle portait un habit d'homme et chevauchait à travers la campagne. Sur la tête, elle portait un casque d'acier au-dessus duquel flottait un panache blanc, et elle avait une épée à la main. Elle était suivie par toute une troupe de soldats en armes. Comme c'est étrange, pensa Nalou. Mais il ne voulait pas rester trop longtemps sur la montagne. Il mit donc l'œil de diamant dans sa poche et entra dans la caverne du géant. Sa mère avait dit vrai. La grotte était pleine de pierreries, diamants, saphirs, rubis, et même de perles. Nalou en ramassa autant qu'il pouvait et emporta, et se hâta de descendre de la montagne. Mais dès qu'il se trouva dans la plaine, il vit une grande armée qui marchait sur lui. À sa tête chevauchait une femme en habit d'homme, un casque sur la tête au-dessus duquel flottait un long panache blanc. C'était la princesse Lakshmi qui avait décidé de prendre de force ce qu'elle n'avait pu obtenir par la persuasion. Les soldats, l'épée à la main, entourèrent Nalou. Il sortit donc aussi son épée et se fraya un passage jusqu'à la princesse. Il semblait invulnérable. Les coups glissaient sur lui comme l'eau sur le verre. Quand il fut devant la cavalière, il saisit d'une main la bride de son cheval, il passa l'autre autour de sa taille et sauta en selle. Avant que la jeune fille surprise n'ait pu prononcer un mot, il l'enleva déjà, rapide comme le vent. Bientôt l'armée ennemie fut loin derrière eux. Quand Nalou vit qu'ils étaient hors d'atteinte, il arrêta le cheval et dit « Vous vouliez me faire tuer par vos soldats et prendre l'œil de diamant. Voilà pourquoi je vais vous enlever et faire de vous ma femme, que cela vous plaise ou non. » Lakshmi le regarda, sourit et dit « Je serai ta femme avec joie. Tu n'as pas besoin de m'enlever. Tu me plaisais déjà quand tu as gagné au jeu de balle. Mais garde l'œil du géant. Ne le donne pas. Peu n'importe à qui tu l'as promis. Tu peux y voir tout ce qui se passe dans le monde et toute personne à qui tu penseras. » Mais Nalou se sentait tenu par sa promesse et raconta tout à Lakshmi. Celle-ci dit « Que t'importe un nain? Mais si tu m'épouses, tu seras roi et tu n'auras rien à craindre de personne. Moi aussi je suis curieuse et je veux que tu gardes le diamant et nous le regarderons ensemble. » Enfin, Nalou accepta. Il conduisit la princesse chez elle, et bientôt, on célébra le mariage. Les jeunes mariés passaient leur journée à jouer. Souvent même, ils jouaient avec les balles d'or. Souvent aussi, ils regardaient ensemble dans l'œil magique. Et toujours apparaissait la personne ou l'objet auquel ils pensaient. Ils s'amusaient beaucoup, mais après quelque temps, ils ne savaient plus qu'imaginer. Alors commencèrent à apparaître des images terrifiantes. Dans le monde, il n'y avait que malheur et pauvreté. Un jour, ils virent une ville ravagée par la peste. Les gens y mouraient comme des mouches. Un autre jour, apparut l'œil, un paysage inondé par un fleuve en crue et plein de cadavres flottant dans l'eau trouble. Puis ce fut une ville détruite par un tremblement de terre. Un jour, Lakshmi dit à son mari qu'elle ne voulait plus voir ces images terrifiantes. Elle le supplia de jeter la pierre. Mais Nalou voulut encore voir ce que devenaient ses parents. Il vit alors sa mère couchée, le visage en feu. Il eut très peur. « Je dois rentrer. Maman est gravement malade, dit-il à sa femme. » Lakshmi se mit à pleurer et à le supplier de ne pas l'abandonner. Mais Nalou promit qu'il reviendrait aussitôt qu'il aurait trouvé le moyen de guérir sa mère. « Mes parents sont pauvres et ils n'ont pas d'argent pour les médicaments, dit-il. Je ne peux pas laisser mourir ma mère. » Nalou prit le plus rapide cheval des écuries royales et fila plus vite que le vent vers sa maison natale. Quand il arriva à la montagne rouge, il la salua. « Bonjour à toi, montagne. » Mais la montagne ne répondit pas. Il continua donc sa route, et tout à coup, sorti on ne sait d'où, le nain se présenta devant lui. Il se mit en travers de sa route et dit « Tu reviens enfin, Nalou, et m'as-tu apporté ce que tu m'as promis ?»« Pousse-toi, répondit Nalou avec impatience. Ne me retarde pas, ma mère est bien malade et je suis pressé. »« Je le sais bien, dit le nain. C'est moi qui lui ai envoyé cette mauvaise maladie, pour te punir de ne pas avoir tenu ta parole et d'avoir gardé pour toi le diamant de la bosse du géant. Et sache que ta mère ne guérira que si tu me donnes la pierre. »« Tu mens !» cria Nalou.
Je suis riche et je lui achèterai les remèdes les plus chers. Tu ne pourras pas, grimaça le petit homme. Si tu ne me donnes pas immédiatement ce que je t'ai demandé, ta mère mourra sur l'heure et tu ne la reverras jamais. Prends-le donc. Nalou sortit l'œil de sa poche et le lança au nain. Celui-ci l'attrapa au vol et ses yeux brillèrent de joie. Tu peux passer, dit-il. Je pourrais aussi ne pas tenir ma parole. Mais ta mère est une brave femme, et je ne veux pas lui faire du mal simplement parce qu'il ne t'a pas appris à te comporter correctement. Car si un humain promet quelque chose, il doit tenir parole. Sinon, il n'a pas le droit au respect. Sur ces paroles, le petit homme disparut. Nalou continua son chemin et arriva enfin chez lui. Quand il frappa à la porte de sa chaumière, une vieille femme ridée vient lui ouvrir. C'était sa mère. Elle ne le reconnut pas. « Qui cherchez-vous » demanda-t-elle. Les larmes aux yeux, Nalou la prit dans ses bras. « Ne me reconnaissez-vous donc pas? Je suis votre fils, Nalou !» Elle fixa sur lui un long regard, puis l'embrassa. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé pendant son absence. « J'ai été très malade, et j'ai même cru que j'allais mourir. Mais il y a quelques jours, je me suis tout à coup senti beaucoup mieux. Je me suis levée, et depuis, je suis tout à fait bien. » Alors Nalou sut que le nain ne lui avait pas menti, mais qu'il avait tenu parole, et il éprouva secrètement un peu de honte de sa propre conduite. Il donna à sa mère toutes les pierres précieuses qu'il avait prises au terrible Angulimala. Il resta quelques jours avec toute sa famille, puis retourna chez sa femme, qui, entre-temps, avait mis au monde un beau petit prince.